La pluie tombait sans discontinuer sur les toits de Paris, lavant les rues de la capitale d'une mélancolie tenace. Dans le bureau luxueux d'une tour de la Défense, un homme au regard sombre observait la tempête. 20 longues années s'étaient écoulées depuis le drame qui avait brisé son cœur en 1000 morceaux. Il pensait avoir tout vu, tout enduré, survivant à la trahison la plus cruelle de son existence. Pourtant, le destin, avec son ironie habituelle, s'apprêtait à lui jouer un tour magistral. Ce qu'il allait découvrir en tendant la main à une jeune femme brisée, abandonnée par la société, allait réécrire chaque ligne de son passé. Préparez-vous à plonger dans une histoire où l'amour véritable affronte les ténèbres, où la manipulation détruit des vies, mais où la vérité finit toujours par triompher. C'est l'histoire d'une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut remonter 2 décennies en arrière. Camille était une jeune femme à la beauté saisissante, née dans un petit village oublié d'Auvergne. Étouffée par la pauvreté et l'absence d'un père, elle rêvait d'une échappatoire. Son amie d'enfance, Chloé, imprévisible et rebelle, l'avait convaincue de fuir vers Paris, la ville de toutes les promesses. Mais la capitale s'était révélée être un piège doré. Jetée dans le monde impitoyable de la nuit parisienne, Camille avait attiré l'attention de Victor, un riche homme d'affaires de 30 ans son aîné. Ce qui semblait être un conte de fées, un mariage luxueux, dans un hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, s'était rapidement transformé en une prison de verre et de violence. Camille était devenue un magnifique oiseau en cage, battu et manipulé. Le conflit couvait silencieusement dans son âme jusqu'à ce qu'un fantôme de son passé, Lucas, le frère aîné de Chloé et son premier amour d'adolescence, ne revienne faire basculer son monde. Le matin semblait paisible dans la vaste chambre de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Les lourds rideaux de velours cramoisi laissaient filtrer une lumière dorée, douce et trompeuse, qui venait caresser le parquet en chêne massif. Camille ouvrit lentement les yeux, émergeant d'un sommeil peuplé de cauchemars étouffants. Le silence régnait en maître dans cette demeure immense. Elle tourna légèrement la tête sur l'oreiller en soie froide. La place à côté d'elle était vide. La montre Rolex en or de Victor n'était plus sur la table de chevet en marbre noir. Un soupir de soulagement, profond et tremblant, s'échappa de ses lèvres. Son mari tyrannique était déjà parti pour l'un de ses innombrables rendez-vous d'affaires. Ce matin lui appartenait, une parenthèse de liberté volée dans une vie de servitude dorée. Elle s'assit sur le bord du lit, frissonnant légèrement au contact de l'air ambiant, et enfila machinalement un luxueux peignoir en satin de soie. C'était un cadeau glacial d'un associé de Victor. Chaque objet dans cette maison lui rappelait qu'elle n'était qu'une possession de plus, une acquisition précieuse qu'il fallait exposer. Le froissement du tissu accompagnait ses pas lents et hésitants vers l'immense salle de bain attenante. La journée commençait, semblable à tant d'autres, baignée dans un luxe qui lui donnait la nausée. Elle se préparait mentalement à affronter le reflet de sa propre réalité, sachant que le miroir ne mentirait pas sur ce qu'elle endurait. Camille s'arrêta devant l'immense miroir bordé de lumière blanche. Le reflet qu'il observait était celui d'une femme d'une élégance rare, aux longs cheveux châtains tombant en cascade parfaite sur ses épaules frêles. Ses grands yeux verts, d'ordinaire si brillants et pleins d'espoir, semblaient aujourd'hui voilés par une tristesse indicible. Ses doigts fins et manucurés glissèrent avec une douceur infinie vers sa pommette gauche. Là, sous la peau diaphane, une marque violacée refusait de s'estomper. Une douleur sourde irradia lorsqu'elle effleura le bleu, vestige de la colère froide de Victor survenue 2 jours plus tôt. Un rire amer, dénué de toute joie, franchit la barrière de ses lèvres. Elle se souvenait des mots cyniques de sa grand-mère. « Ça passera avant ton mariage ». Mais elle était déjà mariée, et les blessures ne faisaient que s'accumuler, invisibles pour le monde extérieur, mais dévastatrices pour son âme. Elle ouvrit le tiroir de son meuble vasque et en sortit un arsenal de cosmétiques hors de prix. Des fonds de teint correcteurs, des poudres illuminatrices. Son rituel matinal n'était plus une question de beauté, mais de dissimulation. Il lui fallait peindre un masque de perfection, effacer chaque trace de la monstruosité de son époux,
Le pinceau glissait sur sa peau, superposant les couches, jusqu'à ce que le bleu disparaisse sous un voile artificiel. C'était le prix à payer pour survivre dans ce monde d'illusions. À 11 heures précises, Camille s'installa dans la majestueuse salle à manger. La table en acajou était dressée, pour elle seule, avec une vaisselle en porcelaine de Limoges et des couverts en argent étincelant. Elle porta la délicate tasse de café à ses lèvres, savourant l'arôme intense de l'arabica fraîchement moulu. L'amertume du liquide faisait écho à celle de ses pensées. C'est à cet instant précis que la sonnerie stridente de son téléphone déchira le silence monacal de la pièce. L'écran affichait le nom de Chloé. Chloé, son ancre, sa complice de toujours, celle avec qui elle avait partagé les rires innocents de leur jeunesse auvergnate et la désillusion brutale de Paris. Elle décrocha, un sourire sincère éclairant enfin son visage fatigué. La voix de Chloé, vibrante d'une énergie frénétique et presque chaotique, envahit la pièce. Le fond sonore était bruyant, trahissant une nuit qui ne s'était probablement jamais terminée. Sans la moindre salutation, Chloé la bombarda de questions sur son emploi du temps. Camille, habituée aux manières brusques de son amie, laissa échapper un petit rire cristallin. Elle détailla son après-midi stéréotypé de bourgeoise oisive, un massage luxueux dans le 8e arrondissement, suivi d'une séance de manucure. Chloé critiqua bruyamment le choix de son salon habituel, déclenchant une joute verbale affectueuse entre les deux femmes, un vestige rassurant de leur amitié inébranlable. La conversation téléphonique dévia rapidement sur la vie trépidante de Chloé. Elle travaillait toujours dans le même club privé sélect, l'Éden, un lieu où la jet-set parisienne venait dilapider des fortunes. Chloé annonça fièrement qu'elle passerait au club régler ses comptes avec Laurent, le gérant exécrable qui tardait à lui verser son dû pour la dernière soirée, avant de rejoindre Camille. Puis, avec la soudaineté d'une tempête, elle raccrocha, laissant Camille seule avec le bourdonnement du téléphone. Camille posa l'appareil sur la nappe immaculée. Un soupir lourd lui échappa. Chloé était son seul lien véritable avec le monde réel, son seul rayon de soleil dans ce brouillard d'hypocrisie parisienne. Elle repensa à leur arrivée dans la capitale 5 ans auparavant. L'échec de ses examens l'avait plongée dans le désespoir, mais Chloé, avec son audace sauvage et son insouciance, avait tout balayé d'un revers de main. Pas question de rester croupir dans leur petite ville de province. Paris n'était pas fait pour étudier, affirmait Chloé, mais pour conquérir sa vie. Camille se souvenait de la peur qui lui tenaillait, le ventre dans le train qui les emmenait vers la gare de Lyon. Elle n'avait rien, juste une valise usée et un cœur rempli d'illusions. Chloé, elle, avait l'assurance insolente de ceux qui n'ont rien à perdre, financée temporairement par l'argent de ses parents. C'était le début d'une aventure qui allait la broyer lentement. Les premiers mois à Paris avaient été un véritable cauchemar pour les deux jeunes provinciales. Camille se revoyait errer de foyer de jeunes travailleurs en chambre de bonne miteuse, comptant chaque centime avec l'angoisse de ne pas pouvoir manger le lendemain. La réalité de la capitale était violente et impitoyable. Chercher un emploi digne de ce nom s'était avéré impossible. Partout, elles étaient regardées comme des proies faciles, de la chair fraîche jetée en pâture à des prédateurs en costume sur mesure. Les offres d'emploi pour des postes d'hôtesse dans des restaurants cachaient des attentes beaucoup plus sombres, destinées à satisfaire les caprices d'une clientèle d'élite. Camille refusait catégoriquement de se compromettre, gardant précieusement ses valeurs. Chloé, en revanche, embrassait cette vie avec une facilité déconcertante. Pour elle, c'était le jeu de la survie parisienne. Elle avait rapidement intégré l'Éden, séduisant, manipulant et amassant des pourboires astronomiques. Au bout de quelques semaines, Chloé avait réussi à faire embaucher Camille comme simple serveuse, grâce à ses charmes exercés sur le gérant, Laurent. Camille gagnait bien moins que les autres filles, car elle refusait de s'asseoir aux tables des riches clients éméchés. Elle gardait la tête haute, nettoyant les verres et esquivant les mains baladeuses avec une politesse glaciale. C'est dans cette atmosphère viciée, saturée par l'odeur du cigare et de l'alcool fort, que son destin s'était scellé. Ce fut lors d'une de ces nuits sans fin, sous les néons tamisés de l'Éden, que Victor était entré dans sa vie.
Camille se souvenait parfaitement de cette première rencontre. Il dénotait parmi la faune habituelle du club. 57 ans, une prestance intimidante, un costume gris anthracite taillé sur mesure qui criait la richesse silencieuse. Dès le premier regard, il l'avait fixé avec l'intensité d'un chasseur observant une biche. Il n'avait pas cherché à la toucher, il n'avait pas proféré d'obscénité. Il observait sa grâce, sa réserve farouche au milieu de la décadence environnante. Ce soir-là, il avait laissé un pourboire qui représentait 1 mois de salaire pour Camille. Dès lors, il était devenu un client régulier, ne venant que pour s'asseoir au bar et l'observer travailler en silence. Camille était mal à l'aise face à l'attention de cet homme qui aurait pu être son père. Elle le vouvoyait, l'appelait monsieur, avec une distance respectueuse qui, paradoxalement, fascinait Victor. Il aimait cette barrière de respect. Après 2 mois d'un jeu de séduction silencieux, il l'avait finalement invitée à dîner. Camille, paniquée, avait d'abord cru à une proposition indécente, habituelle dans ce milieu. Mais Victor avait su la rassurer, utilisant une voix grave et veloutée. Juste un dîner, loin de ce bruit, lui avait-il promis. La naïveté de Camille et la persuasion machiavélique de Victor s'étaient alors rencontrées. La sonnerie insistante de l'interphone ramena brutalement Camille au présent, dissipant les fantômes du passé qui flottaient dans le salon. C'était un son impatient, rythmique, la signature sonore indéniable de Chloé. Camille se leva, lissant nerveusement la soie de son peignoir, et alla ouvrir la lourde porte blindée. Son ami apparut, véritable tornade dans un couloir d'un calme bourgeois. Chloé portait une robe vert émeraude, beaucoup trop courte pour l'heure de la journée, le maquillage de la veille maculant légèrement le contour de ses yeux. L'odeur d'un parfum capiteux mêlé à une légère effluve d'alcool l'enveloppait. Elle entra, sans attendre d'invitation, jetant ses escarpins, hors de prix, sur le tapis perçant avec une désinvolture totale. Camille l'enlaça, respirant cette odeur familière qui la rassurait étrangement. Chloé commença immédiatement à parler à un rythme effréné, racontant ses péripéties de la nuit avec son riche amant du moment, un banquier genevois. Camille l'écoutait avec un sourire bienveillant, prenant soin de garder son visage dans une lumière qui ne trahirait pas le maquillage dissimulant son cocard. Il était inutile d'inquiéter Chloé ou d'attiser sa colère contre Victor. La conversation rebondissait, légère en apparence, jusqu'à ce que Chloé s'arrête brusquement, un éclat malicieux dans les yeux. Elle posa ses mains sur les épaules de Camille et lâcha la nouvelle qui allait tout bouleverser. « Devine qui débarque à Paris ce soir » demanda Chloé, la voix vibrante d'excitation. Face au silence interdit de Camille, elle n'attendit pas et explosa de joie. « Lucas, mon frère !» Le nom résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre faisant vaciller le cœur de Camille. Lucas. Les souvenirs affluèrent, violents et merveilleux. Camille revoyait ce garçon de 4 ans, son aîné, grand, les épaules larges, avec ce sourire protecteur qui la faisait fondre quand elle n'était qu'une adolescente gauche de 14 ans. Elle passait son temps chez Chloé, en Auvergne, non pas pour voir son ami, mais pour capter un regard de ce frère aîné inaccessible. Elle l'avait aimé en secret, avec cette pureté et cette intensité brûlante des premiers émois. Lui, bien sûr, ne voyait en elle que la petite copine fragile de sa sœur. Puis, il était parti étudier à Lyon, et son absence avait laissé un vide immense dans le cœur de Camille. Apprendre qu'il arrivait à Paris, qu'il allait loger chez Chloé pour une semaine entière, provoqua en elle un vertige émotionnel terrifiant. Les mains de Camille se mirent à trembler. L'image de son mari froid et cruel se superposa soudainement au souvenir chaleureux de Lucas. Que ressentirait-il en voyant ce qu'elle était devenue? Une femme entretenue, mariée à un tyran par besoin de sécurité. Une peur panique s'empara de son esprit, mêlée à une joie coupable et incontrôlable. Toute la fin de journée de Camille se transforma en une course frénétique contre l'anxiété. Assise dans le fauteuil en cuir moelleux du salon de coiffure le plus chic de l'avenue Montaigne, elle sentait son cœur battre la chamade. Le coiffeur s'affairait autour d'elle, vaporisant des produits aux senteurs florales subtiles, sculptant ses cheveux en de douces ondulations élégantes. Lors de la manucure,
Elle avait choisi une teinte nude, sophistiquée et discrète, presque par réflexe défensif. Elle voulait être parfaite, irréprochable. Si elle devait revoir Lucas après toutes ces années, elle devait lui prouver qu'elle avait réussi, que la petite fille maigrelette et timide d'Auvergne était devenue une femme parisienne accomplie. À 20 heures tapantes, elle était prête. Vêtue d'une robe de soie bleu nuit qui soulignait délicatement sa silhouette, elle commanda un VTC privé. Victor ne lui permettait pas d'avoir son propre chauffeur, une manière insidieuse de contrôler ses déplacements. Assise sur la banquette arrière de la berline noire qui fendait la nuit parisienne, elle regardait les lumières de la ville défiler. Les Champs-Élysées scintillaient sous la pluie fine, mais la beauté de la scène la laissait de marbre. Elle se sentait comme une actrice s'apprêtant à monter sur scène, terrifiée à l'idée d'oublier son texte. Arrivée devant l'immeuble haussmannien de Chloé dans le 16e arrondissement, elle prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs à vif. Camille composa le digicode avec des doigts légèrement tremblants. La lourde porte en chêne s'ouvrit dans un déclic sourd. Elle traversa le hall en marbre et appela l'ascenseur. L'ascension jusqu'au 5e étage lui parut durer une éternité. Arrivée sur le palier, elle lissa une dernière fois sa robe, vérifia l'emplacement de son sac à main de créateur et posa la main sur la poignée en laiton. Avant même qu'elle ne puisse la tourner, la porte s'ouvrit de l'intérieur avec une fluidité déconcertante. On commençait à se demander si tu ne t'étais pas perdu dans les couloirs. Résonna une voix masculine, profonde, veloutée, presque musicale. Camille leva les yeux et son souffle se bloqua net dans sa poitrine. Lucas se tenait là, encadré par la lumière chaleureuse de l'appartement. Le temps semblait s'être arrêté. Ses yeux, d'un bleu perçant et intense, la transpercèrent avec la même force foudroyante que lorsqu'elle était adolescente. Il avait grandi, mûri. Ses traits s'étaient affirmés, sa carrure s'était épaissie, lui conférant une aura de puissance rassurante. Le choc électrique qui traversa le corps de Camille fut d'une violence inouïe. Toutes ses résolutions, son masque de froideur parisienne volèrent en éclats en une fraction de seconde. Elle retrouva instantanément la petite fille amoureuse de l'Auvergne, paralysée par la beauté de cet homme qui lui souriait, avec une douceur désarmante. Contre toute attente, la gêne initiale se dissipa avec une rapidité surprenante. Le salon de Chloé, décoré avec un luxe tapageur assumé, s'emplit de rires et de conversations animées. Camille n'était plus la petite fille timide d'autrefois, et Lucas n'était plus l'adolescent distant. Une alchimie évidente, électrique, crépitait dans l'air entre eux. « Tu reprendras bien un peu de vin ?» proposa Lucas en s'avançant avec une bouteille de Saint-Émilion Grand Cru. « Oui, avec plaisir, » répondit Camille, en lui tendant son verre en cristal, accompagnant ses mots d'un sourire charmant. À l'instant précis où Lucas versa le breuvage, leurs doigts se frôlèrent. Un contact bref, à peine une seconde, mais qui fit l'effet d'une brûlure sur la peau de Camille. Le regard de Lucas s'attarda sur la main de la jeune femme, fixant intensément l'imposant solitaire en diamant et l'anneau en or blanc qui ornait son annulaire. « Alors, tu es mariée, constata-t-il, sa voix perdant soudainement de sa légèreté. Chloé, déjà passablement éméchée et affalée sur le canapé en velours, s'immisça bruyamment dans la conversation. « Je n'arrive pas à croire que tu ne lui as rien dit, » s'exclama-t-elle. « Notre Camille est la femme du grand Victor Beaumont, le millionnaire. Tu as forcément entendu parler de lui, c'est un homme d'affaires redoutable. » Camille rougit violemment, cherchant à fuir le regard soudainement pénétrant de Lucas. Le nom de son mari, prononcé dans cette atmosphère de retrouvailles, sonnait comme une condamnation. Camille tenta désespérément de minimiser la situation, esquissant un sourire gêné. « Oh, tu sais, on s'est rencontrés il y a quelques années. On a appris à se connaître, et puis il m'a demandé en mariage, » balbutia-t-elle, espérant clore rapidement ce chapitre. Parler de l'emprise toxique de Victor ce soir-là lui était physiquement insupportable, mais Chloé, euphorique sous l'effet de l'alcool, refusait de lâcher le morceau. « Appris à se connaître ? Tu parles !» s'esclaffa-t-elle en s'emparant de son verre plein à ras-bord. « Tu aurais dû voir ça, Lucas. Des restaurants entiers privatisés rien que pour elle, des week-ends surprises comme à Monaco ou à Milan en jet privé,
juste pour aller boire un expresso sur une terrasse branchée. Elle fait sa modeste, mais elle vit dans un palais à Neuilly. Montre-lui tes photos. Vas-y, montre-lui votre lune de miel aux Maldives. Sous l'insistance bruyante de son amie, Camille sortit son téléphone à contre-cœur. Ses doigts hésitaient sur l'écran tactile. Elle ouvrit la galerie photo, dévoilant à Lucas une série d'images parfaites et glacées. Elle en robe haute couture sur le pont d'un yacht, Victor posant fièrement à ses côtés comme s'il exhibait un trophée de chasse, des suites d'hôtels luxueux tapissés d'or. Pendant que les images défilaient, Camille n'osait pas regarder Lucas. Si elle l'avait fait, elle aurait vu que son sourire avait disparu, remplacé par une lueur sombre et froide dans ses yeux bleus. Pendant que Chloé s'extasiait sur les images d'un luxe indécent, l'esprit de Camille dérivait, happé par la réalité glaçante qui se cachait derrière ces clichés de magazine. Elle regarda une photo prise sur une plage de sable blanc aux Seychelles. Elle y portait une longue robe d'été fluide. Personne, à part elle, ne savait que sous ce tissu léger se cachait un magnifique maillot de bain qu'elle avait acheté spécialement pour ce voyage, dans une boutique de l'avenue Montaigne. Elle se souvenait de la colère froide de Victor lorsqu'elle avait voulu le porter pour descendre à la plage. « Qu'est-ce que tu comptes faire vêtue de la sorte ?» avait-il sifflé, les dents serrées, son regard la détaillant avec dégoût. « Tu ressembles à ces filles de joie avec qui tu travaillais. Tu es ma femme, tu te dois de respecter ton rang. Les hommes n'ont pas à regarder ce qui m'appartient. » Il l'avait laissée seule dans la suite majestueuse, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, l'obligeant à se couvrir d'une robe étouffante pour cacher son corps. Sur toutes les photos, elle semblait radieuse, mais ses yeux étaient vides. Le photographe de ces instants parfaits n'était autre que Thomas, le colossal garde du corps de Victor, une ombre menaçante qui ne les quittait jamais. « Un homme comme moi ne se promène pas sans sécurité », répétait souvent Victor avec arrogance. L'illusion du bonheur l'étouffait. L'atmosphère dans le salon s'était alourdie. Comme on pouvait s'y attendre, le vin rouge avait eu raison de Chloé, qui s'était profondément endormie sur le canapé, le souffle lourd. Lucas se leva doucement, prit un plaid en cachemire jeté sur un fauteuil et couvrit délicatement sa sœur. Puis, il se tourna vers Camille avec un clin d'œil complice. « Viens dans la cuisine, chuchota-t-il, on va la laisser cuver en paix. » Camille hocha la tête, la gorge serrée, et le suivit. La cuisine de l'appartement était moderne, éclairée par des lumières tamisées sous les meubles hauts. Lucas s'adossa au plan de travail en marbre blanc et la regarda intensément. « On ouvre une autre bouteille ?» proposa-t-il, la voix basse. Soudain, une immense vague de fatigue et de tristesse s'abattit sur les épaules de Camille. Le poids de ses mensonges, de sa vie factice, devenait insoutenable. Des larmes chaudes perlèrent au coin de ses yeux. Elle se détourna brusquement, feignant de regarder par la fenêtre les toits parisiens mouillés par la pluie pour cacher sa vulnérabilité. Mais Lucas n'était pas dupe. Son instinct le poussait vers elle. Il sentait la détresse vibrer dans le silence de la jeune femme. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il doucement, s'approchant à pas de loup derrière elle. Camille essuya précipitamment une larme d'un revers de main et se retourna, arborant un faux sourire radieux. « Non, tout est parfait, je suis juste heureuse, vraiment heureuse d'être ici. » « Ton mari, reprit Lucas, le ton empreint d'une curiosité teintée d'inquiétude, vous ne passez jamais de soirées tranquilles ensemble? Vous savez, simplement discuter de tout et de rien ?» Camille baissa les yeux. Elle aurait pu lui hurler la vérité. Lui dire que la plupart de ses soirées, elle les passait seule, terrée dans le silence oppressant de l'hôtel particulier, pendant que Victor gérait son empire ou voyait ses maîtresses. Elle aurait pu avouer que si elle sortait trop longtemps, elle en payait le prix fort, physiquement et psychologiquement, car son mari exigeait une disponibilité totale et soumise. Mais elle se tut, elle refusait d'attirer la pitié de Lucas. Tout sauf la pitié de cet homme qu'elle admirait tant. Lucas posa doucement son verre sur le marbre. Il la dévisagea, son regard bleu pénétrant au plus profond de son âme, déchiffrant les mots qu'elle tentait de taire. Lentement, presque craintivement, il leva les mains vers elle. Camille sentit son souffle se couper. C'était l'instant de bascule.
Sans réfléchir, guidée par une faim d'affection qu'elle réprimait depuis des années, elle se laissa tomber dans ses bras. La chaleur du torse de Lucas était le refuge qu'elle avait toujours cherché. « Camille, es-tu sûre ?» murmura-t-il, son souffle caressant ses cheveux. Pour toute réponse, elle leva le visage, ferma les yeux et scella ses lèvres contre les siennes. Un baiser désespéré, affamé, le goût du vin se mêlant au sel de ses larmes. L'heure filait à une vitesse vertigineuse, et la réalité s'imposa à nouveau avec la brutalité d'un coup de poing. Camille s'arracha des bras de Lucas, paniquée en regardant l'horloge murale. Il était beaucoup trop tard. Victor allait être fou de rage. Elle rassembla ses affaires dans un mouvement frénétique, le cœur palpitant de terreur. Lucas la regarda faire, les sourcils froncés, comprenant l'urgence malsaine de son départ. Il la saisit doucement par les épaules, la forçant à le regarder. Il inspecta son visage, notant la trace claire où le fond de teint s'était effacé, révélant les contours ternes du bleu sur sa joue. « C'est lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la mâchoire serrée par une colère sourde. Camille détourna le regard, la honte l'envahissant. « On ne va pas parler de ça, s'il te plaît, » supplia-t-elle d'une voix tremblante. « Au contraire, on va en parler, » rétorqua Lucas avec fermeté. « Camille, dans cette vie, tout se paie. Ce luxe a un prix, et tu le paies avec ta santé et ta dignité. Mais on peut vivre pour autre chose que l'argent, on peut vivre pour l'amour. » Elle le regarda, les yeux noyés de larmes. « Peut-être, souffla-t-elle, mais pour moi, c'est trop tard. Voici ma vie. » Lucas l'attira une dernière fois contre lui, l'enserrant avec une force désespérée. « Dis-moi que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit, Camille, » implora-t-il. « Je ne sais pas. Je vais essayer, » promit-elle dans un souffle avant de s'enfuir dans la nuit parisienne. Le trajet en taxi jusqu'à Neuilly-sur-Seine lui parut durer une seconde et une éternité à la fois. Lorsqu'elle poussa la lourde porte d'entrée de la demeure, le silence était glacial. Dans le vaste salon, éclairé par une unique lampe de créateur, Victor l'attendait, assis dans un fauteuil en cuir, un verre de cognac à la main. « Bonsoir, ma chère. Où étais-tu passée à une heure si tardive ?» Sa voix était douce, d'une douceur mortelle. « Victor, tu es rentré tôt. »« J'étais chez Chloé, le temps a filé, » balbutia Camille, la terreur en serrant sa gorge. Victor se leva lentement, déposant son verre sur une table basse en verre. Il s'approcha d'elle, reniflant l'air avec mépris. « Tu pues l'alcool à plein nez. Combien de fois devrais-je te répéter que si tu continues à fréquenter cette moins que rien, tu dois au moins avoir la décence de ne pas te comporter comme une ivrogne. » Camille, espérant apaiser sa fureur, s'approcha et posa une main tremblante sur son bras. « Je t'en prie, ne te fâche pas. » Un sourire glacé étira les lèvres de Victor, juste avant que sa main ne s'abatte avec une force brutale sur le visage de Camille. Le claquement résonna dans la pièce comme un coup de fouet. Elle tituba, le goût du sang envahissant sa bouche. Avant même qu'elle ne puisse réagir, un second coup, plus violent encore, la précipita au sol. La froideur du parquet en chêne fut son seul réconfort dans cette nuit de terreur. Le lendemain matin, le soleil perçait difficilement les lourds nuages gris sur Paris. Le téléphone de Camille vibra sur la table de chevet. C'était Chloé. « Allô, chérie, qu'est-ce que tu fais ?» demanda son amie, la voix enrouée par la gueule de bois. « Rien, » répondit Camille, la mâchoire endolorie. « Oula, c'est quoi cette voix ? Bon, si tu ne veux pas m'en parler... Bref, mon frère m'a demandé de te transmettre un message. Il t'attend dans 1 heure au parc Monceau. Mais attention, Camille, j'ai l'impression qu'il est complètement dingue de toi. Ne fais pas de bêtises. Tu es la femme d'un homme puissant, ne l'oublie pas. » Chloé raccrocha. Camille s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains. Qu'avait-elle à perdre? Sa belle voiture allemande, son dressing rempli de vêtements de haute couture, son statut social envié par tous. Hier encore, la peur de tout perdre l'aurait pétrifiée. Mais aujourd'hui, le goût du sang dans sa bouche et le souvenir du baiser de Lucas avaient changé la donne. Elle regarda l'heure. 40 minutes avant le rendez-vous. Elle se leva avec une détermination nouvelle. Elle se maquilla soigneusement, dissimulant le nouveau bleu qui venait s'ajouter à l'ancien. Elle comptait aller voir Lucas, lui expliquer que c'était une folie, qu'il devait rentrer à Lyon et l'oublier. Mais lorsqu'elle le vit,
debout près des grilles dorées du parc, le visage soucieux mais illuminé d'espoir, tous les discours de raison s'évaporèrent dans l'air froid de l'automne. « Camille !» l'interpella Lucas en se précipitant vers elle. « Écoute-moi bien, on s'en va, on quitte Paris, je t'emmène avec moi, loin de tout ça. Personne ne nous retrouvera, je te le jure. On peut être heureux, recommencer à zéro. » Les larmes inondèrent le visage de Camille. « Non, Lucas, c'est impossible. Tu ne sais pas de quoi Victor est capable. Il a des relations partout, il est puissant, il ne supportera jamais une telle humiliation. » s'écria-t-elle, terrifiée par l'audace de l'homme qu'elle aimait. « Camille, je ne peux pas repartir sans toi. C'est physique, je n'y arriverai pas, » implora Lucas, le visage tordu par la douleur. La folie s'empara d'elle. Une folie douce et libératrice. C'était du suicide social et peut-être même physique, mais l'idée de retourner dans cette maison de cauchemar lui était soudain plus effrayante que la mort elle-même. Ils coururent vers l'hôtel particulier. Camille laissa un mot griffonné à la hâte sur le bureau en acajou de Victor. Elle retira son alliance en diamant, lourde de sens et de douleur, et la posa délicatement sur le papier. Elle rassembla quelques affaires dans un sac de voyage, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à voir surgir Victor à chaque instant. Lorsqu'elle referma la porte d'entrée derrière elle, respirant l'air libre, elle sut que sa vie venait de basculer définitivement. Lucas l'attendait dans sa voiture de location, le moteur tournant. Ils s'enfuirent, laissant Paris et ses démons derrière eux. La voiture avalait les kilomètres d'autoroute, s'éloignant de la région parisienne. Camille observait le paysage défiler, paralysée par l'effroi. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» pensait-elle en boucle. « Victor ne me pardonnera jamais. Il va nous traquer et détruire Lucas. » Sentant la terreur qui irradiait de la jeune femme, Lucas posa une main rassurante sur sa cuisse. « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu verras, » la rassura-t-il avec un sourire confiant. « Mais Lucas, comment va-t-on faire ? Il faut que j'entame une procédure de divorce. Il va nous localiser instantanément, » paniquait Camille. Lucas éclata d'un rire franc. « Camille, on n'est plus au Moyen-Âge. Bien sûr que ça ne va pas lui plaire, mais un homme d'affaires de son envergure ne va pas déclencher une guerre nucléaire pour une rupture. Les drames passionnels, c'est mauvais pour les affaires. » Camille aurait voulu le croire, mais elle connaissait la nature possessive et psychopathe de Victor. S'il payait pour une chose, il en était le maître absolu. L'appartement de Lucas à Lyon était modeste, infiniment plus petit que la salle de bain de son ancienne demeure, mais pour Camille, c'était un palais. Elle s'y sentait en sécurité, choyée. Le lendemain, ils se rendirent au tribunal pour déposer les papiers du divorce. L'avocate leur expliqua que, par une procédure accélérée, et si M. Beaumont y consentait, tout pouvait se régler à distance, sans qu'ils aient besoin de se retrouver face à face. L'attente commença, lourde de menaces silencieuses. À la surprise générale, la procédure se déroula avec une facilité déconcertante. Victor avait signé les papiers du divorce sans opposer la moindre résistance, sans un appel, sans une menace. Ce silence absolu était étrange, presque insultant pour Camille, qui s'était préparée à une bataille épique. Mais le soulagement prit le dessus. Un mois plus tard, elle était officiellement libre. Leur nouvelle vie s'organisait doucement. Lucas avait repris son poste de cadre dans une entreprise de logistique lyonnaise. Camille passait ses journées seule dans l'appartement, cuisinant, nettoyant, attendant le retour de l'homme qu'elle aimait. La routine s'installait, simple et apaisante. 2 mois plus tard, ils se marièrent civilement, dans la plus stricte intimité. Seule Chloé avait fait le déplacement depuis Paris. « Tu as fait fort, ma fille », lui glissa Chloé, un brin admirative mais inquiète. « Le soir de ta fuite, Victor a débarqué au club. » Son regard, j'ai cru ma dernière heure arriver. Mais il est reparti sans rien dire. « Dis-moi, tu ne regrettes pas ta vie de château, ton compte en banque illimité ?» Camille regarda son amie avec une tendresse sincère. « Non, Chloé, je ne regrette rien. C'était un demi-mensonge. Elle aurait aimé que Lucas possède la sécurité financière de Victor pour s'épargner les angoisses du quotidien, mais l'amour valait tous les sacrifices. » Lorsque Chloé repartit pour Paris, Camille poussa un soupir de soulagement. Son amie appartenait à une vie qu'elle voulait effacer à tout jamais.
20 ans plus tard, Lucas, devenu le PDG puissant et respecté d'une multinationale, contemplait la grisaille par la baie vitrée de son somptueux bureau lyonnais. La pluie tombait drue depuis 3 jours, un écho parfait à la tempête sombre qui ravageait son âme. Demain marquait l'anniversaire de la mort de Camille, 20 ans d'un deuil impossible à faire, d'une douleur fantôme qui se réveillait chaque matin. Il irait se recueillir sur sa tombe, seul comme chaque année. Il était le seul à y aller, avec Chloé parfois, dans ses rares moments de lucidité. La culpabilité le rongeait tel un acide. Si je ne l'avais pas emmenée, elle serait encore en vie, se répétait-il inlassablement. Les souvenirs affluaient d'une netteté poignante. Il revoyait ce jour maudit où son monde s'était effondré. En rentrant du travail, l'appartement était vide. Camille, qui l'attendait toujours avec un sourire, avait disparu. L'angoisse avait commencé à monter, jusqu'à ce que le téléphone fixe ne se mette à sonner, déchirant le silence oppressant. « Allô » avait-il décroché, le souffle court. « C'est moi, Lucas. » La voix de Camille était étrange, saccadée, bordée d'hystérie. « Mais où es-tu » Je m'inquiétais. « Je ne reviendrai pas, Lucas. J'ai compris que cette vie de misère n'était pas faite pour moi. L'argent me manque, ce confort me manque. Ne me cherche pas. Je retourne chez Victor. Adieu. » Puis un sanglot étouffé, et la ligne avait été coupée. Le son strident du téléphone mort résonnait encore dans la mémoire de Lucas. La panique et l'incompréhension totale l'avaient poussé à prendre le premier train pour Paris. Arrivé devant les grilles majestueuses de l'hôtel particulier de Neuilly, Lucas, hors de lui, hurlait le nom de Camille. Les lourdes portes en fer forgé s'étaient ouvertes, non pas sur la femme qu'il aimait, mais sur 2 molosses de la sécurité. La suite n'était qu'un trou noir. Il s'était réveillé dans une chambre d'hôpital impersonnelle, le corps meurtri. Camille était assise près de son lit, le visage fermé, inaccessible. « Oublie-moi, Lucas », lui avait-elle dit d'une voix dépourvue de toute émotion. « N'essaie pas de jouer au héros. Cette vie me convient infiniment mieux. » Elle fuyait son regard, incapable de soutenir le sien. Puis elle s'était levée et avait disparu dans le couloir, le laissant le cœur en cendres. Une infirmière était entrée, une aiguille avait piqué son bras et il avait sombré dans un sommeil lourd de désespoir. À son réveil, Chloé était là, les yeux gonflés par les larmes. « Pars, mon frère, rentre à Lyon et ne reviens jamais. » Elle a fait son choix. Dévasté, le corps et l'âme brisés, il était reparti 2 semaines plus tard, convaincu que l'avidité avait triomphé de l'amour. Il avait passé une année entière à tenter d'oublier, à se noyer dans le travail pour ne plus penser, pour ne plus ressentir. Jusqu'à ce matin glacial où un coup de téléphone anonyme avait pulvérisé le fragile équilibre qu'il s'était construit. La voix de l'employé de la morgue provinciale résonnait encore dans sa tête, mécanique et froide. « Madame Camille Beaumont, votre épouse, a eu un accident de voiture fatal sur une route départementale près de Lyon. Vous devez venir identifier le corps. » Lucas avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Camille, morte, et pourquoi près de Lyon? Revenait-elle vers lui? L'identification avait été un supplice d'une cruauté indicible. C'était bien elle. Les rapports de police étaient flous, évoquant un véhicule l'ayant violemment percuté avant de prendre la fuite, un délit de fuite classique. Lucas, rongé par le doute, avait tenté de contacter Victor, sans succès. Le mur du silence s'était refermé. Il avait engagé un détective privé hors de prix qui, après quelques jours d'investigation, lui avait rendu son chèque, livide et terrifié. « Je ne touche pas à cette affaire, monsieur. C'est bien trop gros et beaucoup trop dangereux pour moi. » Lucas était retourné à la réalité, amer et détruit. Le présent frappa à la porte de son bureau sous les traits de Sophie, sa dévouée secrétaire de direction. « Madame, commandez-moi des lis blancs pour demain, les mêmes que d'habitude. » Avec le ruban noir, murmura Lucas, incapable de cacher la faille dans sa voix. « Très bien, monsieur. Le directeur de la clinique genevoise a appelé pour votre sœur. Je sais, coupa-t-il. Je m'y rends tout de suite. La folie de Chloé était l'autre fardeau qu'il portait depuis 20 ans. » Le trajet jusqu'à la clinique psychiatrique ultra sécurisée fut englouti dans un silence pesant. Depuis la mort de Camille,
Chloé avait sombré dans une lente descente aux enfers, détruite par la culpabilité, l'alcool et les substances illicites. Lucas finançait à prix d'or cette prison dorée médicale, espérant sauver ce qui restait de sa sœur. « Bonjour, monsieur », la salua le médecin-chef. « Comment va-t-elle aujourd'hui » demanda Lucas d'un ton las. Plus calme, la crise d'hier s'est dissipée. Lucas poussa la porte de la chambre médicalisée. Chloé était assise face à la fenêtre, le regard vide. « Quand est-ce que tu me sors de cette prison, Lucas » attaqua-t-elle sans préambule, la voix rauque. « Tu connais les règles, Chloé, c'est pour ton bien, répondit-il, usé par ce dialogue perpétuel. Elle se retourna, les yeux injectés d'une rage féroce. « Pour mon bien, tu me séquestres, tu n'as pas de famille, pas de vie, alors tu contrôles la mienne. Tu te prends pour un saint, mais tu es aussi pathétique que moi. Tu pleures depuis 20 ans une femme qui t'a craché au visage pour retourner s'acheter des sacs de luxe. Tu crois vraiment qu'elle aurait pu supporter ta petite vie médiocre de l'époque? L'argent, Lucas, l'argent pourrit tout. » L'hystérie s'empara d'elle. Elle hurlait, frappait les murs d'une chambre stérile. Les infirmiers accoururent. Lucas sortit, le visage de marbre fermant la porte sur les cris de son propre sang. Chaque visite le vidait de son énergie, mais il ne l'abandonnerait jamais. Le lendemain matin, le ciel de Paris était d'un gris plombé. Lucas marcha lentement dans les allées silencieuses du célèbre cimetière du Père-Lachaise, un bouquet de lys blanc à la main. Près de l'entrée principale, un groupe de sans-abri demandait l'aumône aux passants pressés. D'ordinaire, il les ignorait poliment, mais aujourd'hui son cœur saignait plus qu'à l'accoutumée. Il sortit quelques billets de 50 € et les distribua en silence. Son regard fut soudain attiré par une jeune fille se tenant légèrement à l'écart. Elle devait avoir tout au plus 18 ans. Ses vêtements étaient usés, son visage d'une pâleur cadavérique témoignait d'une dénutrition alarmante, et sous son large manteau informe, son ventre rond révélait une grossesse avancée. Ses grands yeux effrayés fuirent le regard de Lucas. Poussé par une compassion viscérale, il s'approcha d'elle. Elle eut un mouvement de recul, comme un animal blessé. « N'ayez pas peur, » dit-il d'une voix rassurante en lui tendant les billets. « Prenez ça, s'il vous plaît. » Elle hésita, puis ses doigts tremblants saisirent l'argent. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle, d'une voix si faible qu'elle fut presque couverte par le vent. Lucas fut frappé par quelque chose d'indéfinissable dans ses traits, une résonance lointaine qui fit frissonner son échine. Avant qu'il ne puisse l'interroger sur sa situation dramatique, son téléphone professionnel se mit à vibrer avec insistance. C'était Sophie, une urgence absolue, au siège. Lorsqu'il releva la tête après l'appel express, la jeune fille enceinte s'était volatilisée dans la brume du cimetière. Le cœur lourd et l'esprit accaparé par cette étrange rencontre, Lucas s'enfonça dans les allées sinueuses du cimetière, jusqu'à atteindre la division où reposait Camille. Le monument de marbre noir, simple et élégant, se dressait sous les arbres centenaires. Une photographie émaillée montrait Camille souriante, prise lors de leur bref moment de bonheur à Lyon. Lucas s'accroupit pour déposer ses lys, mais son geste resta suspendu en l'air. Au pied de la stèle reposait un petit bouquet de fleurs des champs, fraîchement cueillies. Lucas fronça les sourcils, la stupeur le saisissant. Qui pouvait bien fleurir cette tombe? Les parents de Camille étaient décédés depuis des lustres, Chloé était internée en Suisse, et Victor devait frôler les 80 ans s'il était encore en vie, et l'idée même qu'il dépose des pâquerettes était grotesque. Le mystère s'épaississait, éveillant en lui une curiosité ancienne, un besoin viscéral de comprendre ce qui s'était réellement passé 20 ans auparavant. « Désolé, mon amour, murmura-t-il en effleurant la pierre froide. Je ne peux pas rester aujourd'hui, mais je te promets de revenir très vite. » La semaine qui suivit fut un tourbillon frénétique de réunions, de rachats d'entreprises et de négociations intenses. Pourtant, chaque nuit, les mêmes rêves obsédants venaient hanter son sommeil. Camille lui apparaissait, le visage baigné de larmes, les lèvres tremblantes, tentant désespérément de lui hurler un secret que le silence des songes étouffait. L'obsession devenait intenable. Lucas décida qu'il était temps de déterrer le passé, peu importe les cadavres qu'il risquait de trouver. Arrivé à son bureau, il croisa le regard surpris de Sophie, qui ne l'attendait pas si tôt. Sophie,
Faites venir Thomas de la sécurité dans mon bureau, immédiatement. Thomas était un homme brisé par la vie que Lucas avait sauvé de la rue. Ancien officier de la police judiciaire, Thomas avait vu sa femme et sa fille périr dans un accident de la route déguisé, commandité par un criminel en col blanc qu'il refusait de relâcher. Lucas l'avait embauché comme agent de sécurité, puis l'avait propulsé chef de la sécurité, instaurant une loyauté indéfectible entre eux. Thomas entra dans le bureau, la carrure imposante, le visage impassible. « Tu te souviens de l'histoire de ma femme, Camille ?» attaqua Lucas sans détour. « Bien sûr, monsieur, je veux que tu fouilles tout, Thomas. Tout ce qui s'est passé durant l'année où elle est retournée chez Victor, jusqu'à son accident mortel. Je veux comprendre pourquoi elle est morte près de Lyon. Je sais que ça date d'il y a 20 ans, mais j'ai les moyens aujourd'hui. Dépense ce qu'il faut, corromps s'il le faut. Je veux la vérité. » Thomas hocha gravement la tête. « Je m'en occupe personnellement. Vous aurez des réponses. » Sur ce, Lucas quitta le siège social en trombe, conduisant sa berline puissante jusqu'aux portes du Père-Lachaise. La fille, la vagabonde enceinte, tournait en boucle dans son esprit meurtri. Lucas marcha droit vers la doyenne des mendiantes installée près des portes du cimetière. « Excusez-moi, l'aborda-t-il en sortant un billet de 100 €. La jeune fille enceinte, celle qui était ici la semaine dernière, vous la connaissez ?» La vieille femme fit disparaître le billet à la vitesse de l'éclair dans ses haillons. « C'est pas une des nôtres, une petite nouvelle. Elle ne m'en dit pas vraiment, elle traîne, surtout le matin. Je l'ai vue s'enfoncer dans le cimetière tout à l'heure, croissa-t-elle. » Lucas sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Il parcourut les allées au pas de course, son instinct le guidant aveuglément vers la sépulture de Camille. Son souffle se coupa net à quelques mètres de la tombe. La jeune fille était là, agenouillée sur la pierre tombale mouillée. Elle pleurait silencieusement, le bout des doigts caressant le portrait émaillé de Camille. Le cœur de Lucas menaça d'exploser dans sa poitrine. Une ressemblance troublante, un écho visuel impossible à ignorer, le frappa avec la violence d'un séisme. Il s'avança, faisant craquer des graviers. La jeune fille sursauta et se releva péniblement, terrorisée. « N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal, » assura Lucas, les mains levées en signe de paix. « Vous connaissiez cette femme ?» demanda-t-il d'une voix qui tremblait d'émotion réprimée. La fille sanglota, posant ses mains protectrices sur son ventre. « Je crois que c'est ma mère, mais je ne le saurai jamais vraiment. » Le monde de Lucas vacilla brusquement, plongeant dans une obscurité terrifiante. « Ta mère ?» articula Lucas, l'esprit embrouillé, cherchant un ancrage dans la réalité qui se dérobait sous ses pieds. Avant même qu'elle ne puisse articuler une réponse, le visage de la jeune fille se crispa dans une grimace d'agonie insupportable. Un cri perçant déchira le silence lugubre du cimetière alors qu'elle se pliait en deux, les mains crispées sur son ventre. Lucas se rua en avant, juste à temps pour la rattraper, avant que son corps frêle ne percute la dureté du granit funéraire. « Aidez-moi » supplia-t-elle dans un souffle, avant que ses yeux ne se révulsent et qu'elle ne sombre dans l'inconscience la plus totale. Sans réfléchir une seconde de plus, Lucas la souleva dans ses bras, le cœur battant à un rythme infernal. Il sprinta à travers les allées, ignorant les regards ébahis des passants et des fossoyeurs. Il la déposa avec d'infinies précautions sur la banquette arrière de sa voiture et démarra en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte humide. D'une main tremblante, il activa le Bluetooth et hurla des ordres à l'hôpital américain de Neuilly, où il était un généreux mécène. Préparez la meilleure suite de maternité. J'arrive avec une jeune femme enceinte inconsciente. Je veux les meilleurs spécialistes. C'est une question de vie ou de mort. Quelques minutes plus tard, il freina violemment devant les urgences de l'hôpital privé, où une équipe médicale l'attendait déjà avec un brancard, prête à affronter l'urgence. L'attente dans le hall en marbre de l'hôpital fut le pire supplice de sa vie. Lucas arpentait le sol, les poings serrés, repassant en boucle les mots de la jeune fille. « Ma mère, impossible. Camille n'avait jamais eu d'enfant, il le saurait, sauf si... » Un frisson glacial parcourut son échine, sauf si elle l'était lorsqu'elle l'avait quitté. Le médecin-chef, un homme d'une 50aine d'années à l'air grave, finit par sortir des doubles portes battantes. « Monsieur, la jeune femme est stabilisée.
Elle souffre de malnutrition sévère et d'épuisement, mais le bébé a un rythme cardiaque normal. Nous la gardons sous observation stricte. Vous avez apporté ses papiers. Lucas fouilla frénétiquement dans le sac en tissu, informe qu'il avait récupéré près de la tombe. Il en extirpa un vieux portefeuille en simili-cuir usé jusqu'à la corde. À l'intérieur, une carte d'identité française écornée. Il lut le nom et le monde s'arrêta de tourner. Léa Beaumont, née exactement 8 mois après le départ précipité de Camille. De la carte d'identité s'échappa un document plié en 4, jauni par le temps. Un acte de naissance. Mère, Camille Beaumont. Père, le nom de Victor n'y figurait pas. Le père déclaré était Lucas. Un vertige monumental le terrassa. Il s'appuya contre le mur froid, incapable de respirer. Camille était enceinte de lui lorsqu'elle avait fui. Tout prenait un sens macabre, terrifiant. Le téléphone de Lucas vibra de manière frénétique dans la poche de son veston de costume, le tirant brutalement de sa torpeur catatonique. C'était Thomas, son chef de la sécurité. « Patron, j'ai des informations cruciales. Je peux vous rejoindre ? C'est grave. » Lucas lui donna l'adresse de l'hôpital américain. Thomas arriva 10 minutes plus tard, le visage fermé comme un coffre-fort. Ils s'assirent dans un petit salon d'attente privatisé. « Accrochez-vous, monsieur, » commença l'ancien policier d'une voix basse et caverneuse. « Votre femme ne vous a jamais quitté pour l'argent. Victor avait des relations très haut placées à l'époque. Il a réussi à découvrir la grossesse de Camille bien avant elle. Il lui a fait parvenir un message très clair par des hommes de main. Soit elle rentrait immédiatement au bercail sans faire d'histoire, soit il ferait en sorte que vous soyez éliminé et que l'enfant disparaisse à la naissance. Camille a sacrifié sa liberté et son bonheur pour vous sauver la vie, à vous et à votre fille. » Les larmes, contenues depuis 20 ans, jaillirent des yeux de Lucas, brûlantes et ravageuses. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» sanglota-t-il, terrassé par l'horreur de la vérité. Thomas posa une main solide sur son épaule vibrante. « L'histoire ne s'arrête pas là, » reprit-il d'un ton solennel. Camille avait fomenté un plan d'évasion désespéré. Dès la naissance de Léa, elle l'a confiée en secret à la vieille nourrice de la maison, Madame Moreau. Camille avait tout orchestré avec une précision dictée par la panique la plus pure, continua Thomas, le regard ancré dans celui de son patron brisé. Elle prévoyait de s'enfuir la nuit suivante pour vous retrouver à Lyon, vous révéler l'existence de la petite Léa, puis fuir à l'étranger pendant que la nourrice vous apportait l'enfant. Mais Victor était devenu complètement paranoïaque. Le fameux accident de voiture près de Lyon, ce n'était pas un accident. Les freins du véhicule de Camille avaient été sabotés par le garde du corps de Victor. Elle roulait vers vous, monsieur. Elle a été assassinée. Lucas hurla. Un cri de bête blessée qui résonna lugubrement dans le silence ouaté de l'hôpital. 20 ans qu'il maudissait la mémoire de la femme qui s'était sacrifiée pour lui, la femme morte pour tenter de rejoindre l'homme qu'elle aimait. « Et Léa » balbutia Lucas, la voix hachée par les sanglots. « Pourquoi est-elle à la rue ?» La vieille nourrice a élevé l'enfant caché pendant 5 ans, loin de Paris. Puis Victor l'a retrouvé. Il a envoyé les services sociaux, prétextant une maltraitance pour arracher Léa à Madame Moreau. La petite a été baladée de foyer en famille d'accueil sordide. Madame Moreau a réussi à la retrouver il y a 2 ans, avant de mourir, pour lui révéler toute la vérité. C'est elle qui l'a orientée vers le cimetière du Père-Lachaise, espérant que vous vous y croiseriez un jour. Lucas se leva avec la violence d'un fauve en cage, essuyant rageusement les larmes qui inondaient en son visage. « Je dois la voir, je dois voir ma fille » articula-t-il avec une détermination féroce. Le médecin de garde les accompagna vers la suite VIP. Léa était éveillée, assise dans le vaste lit d'hôpital, l'air minuscule et terrifié sous les couvertures d'un blanc immaculé. Ses yeux trahissaient une peur animale, alors que Lucas s'approchait lentement de son chevet. « Bonjour Léa » murmura-t-il, la voix saturée d'émotion, s'efforçant de ne pas la brusquer. La jeune fille recula instinctivement contre les oreillers, serrant la couverture contre sa poitrine de manière protectrice. « Qui êtes-vous ? Pourquoi m'avez-vous amené dans cet endroit de riche ? Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Lucas s'assit
délicatement sur la chaise luxueuse au bord du lit. Il sortit l'acte de naissance jauni du portefeuille en simili-cuir et le posa doucement sur la table de nuit. « Je m'appelle Lucas, Lucas Girard. Je suis l'homme que ta mère aimait plus que tout au monde. » Léa déglutit péniblement, ses grands yeux passant du papier au visage de cet homme en costume sur mesure. « Vous êtes mon père, murmura-t-elle, des larmes de soulagement et d'incrédulité coulant sur ses joues creuses. « Oui, mon ange, souffla Lucas, en s'effondrant à genoux près du lit, prenant la petite main frêle de sa fille entre les siennes, et je jure sur ma vie que plus rien ne t'arrivera. » Dans les couloirs feutrés de l'hôpital, Lucas laissa sa fille se reposer pour affronter la colère divine qui bouillonnait dans ses veines. « Thomas, je veux Victor. Je veux qu'il paie pour chaque larme de Camille, pour chaque jour de misère de ma fille, » siffla-t-il d'une voix qui fit frissonner le chef de la sécurité. Thomas baissa légèrement les yeux. « C'est impossible, monsieur. Victor Beaumont est décédé d'un AVC foudroyant il y a 3 jours, dans son manoir. » Un rire amer, dépourvu de toute joie, s'échappa de la gorge de Lucas. La mort était une échappatoire bien trop douce pour ce monstre. « Très bien. Trouve-moi l'homme demain qui a saboté la voiture. S'il est en vie, je veux qu'il réponde de ce meurtre devant la justice. Je mettrai l'armée de mes avocats sur le coup. »« Au fait, demanda Lucas, le regard soudain plus doux, pourquoi Léa est-elle dans cette situation misérable? Qui est le père de l'enfant ?» L'expression de Thomas s'assombrit de nouveau. C'est là que ça se complique. Léa était amoureuse d'un jeune homme formidable, Hugo, un apprenti mécanicien. Un jour, dans la rue, 2 fils à papa ivre ont agressé une vieille dame. Hugo est intervenu, il les a frappés pour la défendre. Les jeunes avaient des parents influents, de très bons avocats. Hugo a été jugé en comparution immédiate et envoyé en prison pour coups et blessures aggravées. Depuis, Léa s'est retrouvée sans ressources, à la rue. Les rouages du pouvoir que Lucas avait passé 20 ans à construire se mirent en mouvement avec une force inouïe. Il convoqua immédiatement Maître Dubois, l'avocat pénaliste le plus redoutable et le plus coûteux de Paris, célèbre pour faire trembler les magistrats de la capitale. « Maître, je veux que vous sortiez ce jeune Hugo de prison avant la fin de la semaine. Utilisez toutes les ressources nécessaires, engagez des détectives privés, trouvez des témoins de l'agression, détruisez l'accusation montée par les familles de ces petits délinquants bourgeois, » ordonna Lucas avec une autorité glaçante. L'avocat, conscient des enjeux, hocha la tête avec un sourire carnassier. « Considérez que c'est fait, monsieur Girard. » Pendant ce temps, Sophie, la secrétaire dévouée, était arrivée à l'hôpital les bras chargés de vêtements de maternité confortables, de produits de beauté luxueux et de tout ce dont une jeune femme enceinte pouvait rêver. Elle prit Léa sous son aile avec une douceur maternelle étonnante. Lucas observait la scène depuis l'encadrement de la porte de la chambre. Voir Sophie brosser les cheveux de sa fille avec une telle tendresse provoqua une étincelle chaleureuse dans son cœur depuis si longtemps pétrifié. La vie, malgré ses cruautés innommables, tentait de refleurir sur les cendres du passé. Il ne restait qu'une seule pièce du puzzle à remettre à sa place, la plus délicate, la plus fracturée de toutes, Chloé. Lucas atterrit à Genève le lendemain matin. Le ciel suisse était pur, tranchant radicalement avec le brouillard de sa propre existence. Il se rendit directement à la clinique psychiatrique pour faire face à sa sœur. Lorsqu'il entra dans la chambre, Chloé refusa de le regarder, le visage tourné vers les montagnes, perdu dans sa rancœur habituelle. « Fais tes valises, Chloé, » annonça Lucas d'une voix douce mais implacable. « Je te ramène à Paris. » Elle tourna brusquement la tête, un sourire narquois déformant ses traits. « Tu te lasses de payer ma prison dorée, Lucas. Tu as trouvé un asile moins cher en France ?» Lucas ne releva pas la provocation. Il s'assit face à elle, le regard d'une intensité rare. « J'ai découvert la vérité, Chloé, toute la vérité sur ce qui s'est passé il y a 20 ans. Camille ne nous a pas trahis. Elle a été menacée par Victor. Elle fuyait pour me rejoindre quand elle a été assassinée. Et... » Chloé pâlit, le choc la figeant sur place. « Et quoi ?» balbutia-t-elle, son hostilité s'évaporant instantanément. « Elle m'a laissé un cadeau, une fille,
Notre nièce, elle est à l'hôpital, enceinte, et elle a désespérément besoin de sa famille. » Les larmes, des larmes de rédemption pure, jaillirent des yeux de Chloé. Le monstre de la culpabilité venait d'être terrassé. « Emmène-moi, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Emmène-moi auprès d'elle, tout de suite. » La rencontre dans la suite d'hôpital fut d'une intensité émotionnelle fulgurante. Lorsque Chloé franchit la porte, elle s'arrêta net, la main plaquée sur sa bouche, étouffant un sanglot déchirant. « Camille » souffla-t-elle, s'effondrant presque en voyant le visage de Léa. La ressemblance était frappante, un fantôme ramené à la vie. Léa, un peu effarouchée par cette apparition théâtrale, regarda son père d'un air interrogateur. « C'est ta tante Chloé, la meilleure amie de ta mère, » lui expliqua doucement Lucas. Chloé s'avança à pas de loup et prit le visage de Léa entre ses mains tremblantes. « Mon Dieu, tu as ses yeux. Pardonne-moi, petite, pardonne-moi de ne pas avoir su la protéger, » pleurait-elle. Ce soir-là, l'atmosphère dans la chambre d'hôpital prit des airs de miracle inespéré. Lucas, assis dans le fauteuil, contemplait cette étrange famille recomposée, née des cendres d'une tragédie absolue. Il regarda Sophie qui avait discrètement organisé un dîner luxueux dans la chambre, servant tout le monde avec une élégance naturelle. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis la mort de Camille, Lucas ressentit le frisson d'un nouveau départ possible, un espoir fragile de pouvoir aimer à nouveau. Soudain, le bruit caractéristique des talons de maître Dubois résonna dans le couloir, annonçant la dernière étape de cette rédemption miraculeuse. L'avocat poussa la porte de la chambre, affichant un sourire triomphant. « Monsieur Girard, mademoiselle, » s'inclina théâtralement l'avocat pénaliste, « j'ai l'immense honneur de vous annoncer que les charges ont été totalement abandonnées. Les témoins miraculeusement retrouvés par nos équipes ont parlé. Monsieur Hugo est libre, et toutes les poursuites à son encontre ont été annulées par le parquet de Paris. » Derrière la figure imposante de l'avocat, une silhouette hésitante apparut. Hugo, les traits tirés par l'épreuve carcérale mais le regard brûlant d'amour, se tenait sur le seuil de la porte. Léa poussa un cri de joie pure et se jeta hors du lit, oubliant sa fragilité. Hugo la réceptionna, enfouissant son visage dans le cou de la jeune fille, pleurant silencieusement de soulagement. Lucas observa la scène, la gorge serrée, revoyant dans cette étreinte désespérée la passion pure et innocente qu'il partageait autrefois avec Camille. Hugo se détacha doucement de Léa et s'approcha de Lucas, le regard rempli d'une gratitude infinie. « Monsieur, je ne sais pas comment je pourrai un jour vous rembourser tout ce que vous avez fait pour nous. » Lucas sourit doucement, posant une main paternelle sur l'épaule du jeune homme. « Tu es un homme de principe, Hugo. Aime-la et protège-la. C'est le seul paiement que j'exige. » À cet instant précis, Léa poussa un petit gémissement, portant instinctivement les mains à son ventre rebondi. Le moment tant attendu, la naissance de l'espoir, commençait enfin. La tension dans les couloirs du service maternité était palpable, mêlée à une euphorie naissante. Lucas faisait les 100 pas, l'angoisse paternelle lui nouant le ventre, tandis que Hugo, le visage pâle d'appréhension, était autorisé à assister à l'accouchement. Chloé, transfigurée, avait retrouvé sa vitalité d'antan, tenant fermement la main de Sophie pour se rassurer. Quelques heures plus tard, le cri puissant et plein de vie d'un nouveau-né déchira l'atmosphère aseptisée de l'hôpital. Le médecin sortit, le sourire aux lèvres, retirant son masque chirurgical. « Félicitations, c'est une magnifique petite fille. La mère et l'enfant se portent à merveille. » Lucas ferma les yeux, une larme de pure gratitude glissant sur sa joue. Il entra dans la chambre quelques instants plus tard. Léa, épuisée mais radieuse, tenait dans ses bras un minuscule être enveloppé dans un drap de coton blanc. Elle leva les yeux vers son père, un sourire angélique illuminant son visage. « Approche, papa » chuchota-t-elle tendrement. C'est le mot qu'il avait attendu toute sa vie. Il s'approcha du lit avec la révérence d'un homme pénétrant dans un sanctuaire. « Comment allez-vous l'appeler » demanda Lucas d'une voix brisée par l'émotion. Hugo, les yeux rouges, regarda tendrement sa compagne. « Camille, » répondit Léa avec certitude. « Elle s'appellera Camille.
pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Lucas sentit son cœur, brisé depuis 20 ans, se réparer enfin. La justice divine avait mis 20 ans à s'accomplir, mais elle l'avait fait avec une précision bouleversante. Lucas avait enfin retrouvé la paix de l'âme, entouré par sa fille Léa, le courageux Hugo et la petite Camille, symbole éclatant de la Renaissance. Chloé, guérie par l'amour familial, était devenue la tante la plus attentionnée qui soit. Quant à Lucas, il avait appris à ouvrir de nouveau son cœur, trouvant en Sophie non plus seulement une alliée précieuse, mais une compagne aimante et dévouée. Les ténèbres semées par la cruauté de Victor avaient été définitivement dissipées par la force invincible de l'amour et de la vérité. Et vous, croyez-vous que le destin finit toujours par réparer les injustices du passé, même après des décennies de mensonges? Si cette histoire de rédemption et d'amour familial vous a touché au plus profond de vous-même, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires dramatiques et inspirantes. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place de Lucas face à cette vérité foudroyante. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau récit captivant